Elle est à présent votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama. C'est Nicolas Dufourc, le directeur général de BPI-France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, l'INSEE, que nous dit l'INSEE hier? L'économie française tourne à 80% à la normale après 10 jours de déconfinement. Vous trouvez ça encourageant? C'est encore insuffisant? Vous en pensez quoi? Bah oui, c'est encore insuffisant. Bon, le taux d'activité dans l'industrie est en train de remonter. Il remonte un petit peu lentement, mais je ne suis pas très inquiet, hein. Bon, c'est sûr que plus ça monte lentement, plus la poche de pertes qu'on va devoir pousser sur les 6 années qui viennent ou sur les 10 années qui viennent est importante, hein, mais je regarde le momentum n'est pas mauvais. Enfin, en tout cas, ce qu'il faut qu'on dise tous à nos collaborateurs, c'est que le moment est venu de revenir au boulot, quoi. Bon, et justement, il y a les collaborateurs, il y a les patrons. Alors, ils ont été interrogés, notamment par l'INSEE. Alors, c'était juste avant le déconfinement, les patrons, ils étaient assez pessimistes, justement sur la demande qui leur est adressée. Et là, on a un peu le sentiment que tout repose aujourd'hui sur les épaules des consommateurs, du consommateur qui vont ou pas consommer cette épargne qui a été thésaurisée, cette épargne forcée du confinement. Et puis des ménages qui vont consommer ou pas, qui reviennent à pas compter dans les magasins, voilà, et qui peuvent être prudents, j'ai envie de dire attentistes face à peut-être des licenciements, avec du chômage qui va augmenter. Comment leur rendre l'optimisme aux consommateurs? Écoutez, moi, je pense qu'il faut repartir en vente à l'ancienne, vraiment avec les crocs en porte-à-porte, et aller vers le consommateur, parce que le consommateur va pas revenir très naturellement, très rapidement, hein. Le consommateur, il a été chloroformé, et d'une certaine manière, il faut un peu le défibriller là, hein. Et ça suppose des techniques de vente pas forcément très classiques. Il faut vraiment retourner au contact, quoi, hein. Et évidemment, il faut modifier à la marge un certain nombre de produits qui sont plus adaptés à ce que le consommateur demande maintenant. Cela dit, il y en a d'autres qui sont très demandés, hein. Vous pensez à quoi, par exemple? Bah, je sais pas. Alors évidemment, il y a quelque chose qui est compliqué techniquement pour l'industrie du textile. C'est sûr que les modes ont été préparés avant. Bon, mais enfin, je veux pas improviser. Chacun connaît mieux son secteur que moi. Moi, je connais le mien. Mais ce que je sais, c'est que chaque secteur doit s'adapter à l'évolution du désir implicite du consommateur. En tout cas, le consommateur, faut aller le réveiller tête à tête, porte à porte. Hein, ça va pas se faire tout seul. Ouais. Et après, derrière, il y a les aides possibles. Encore une fois, on a vu cette semaine ce plan de soutien à la filière automobile du président de la République, auquel évidemment BPI fait partie. Mais comment est-ce qu'on fait, encore une fois? Il faut, au-delà, on a vu des aides, encore une fois, à l'achat, à la conversion de voitures, à l'achat de voitures électriques ou pas. Il faut aller plus loin. C'est la question du plan de relance, Nicolas Dufourc, évidemment. À quelle échéance? Oui. En faisant quoi? On a parlé de baisse de TVA ciblée. Qu'est-ce que vous soutenez, vous? Quelles sont les bonnes idées de la BPI et de Nicolas Dufourc? Non, mais je pense que honnêtement, comment dire, les plans se succèdent et c'est des plans qui sont salués par les professionnels. Le plan tourisme est un plan très ambitieux. Je pense que c'est le plan probablement le plus ambitieux de tous les pays d'Europe, hein, aujourd'hui. Le plan auto qui a été annoncé, c'est un plan également extrêmement ambitieux, qui a été salué par toute la profession. Il va y avoir un plan aéro la semaine prochaine, qui sera un plan également très profond, avec à chaque fois ce mix de dispositions fiscales, de dispositions d'incitation à la relance de la consommation sur des produits particuliers, et puis quand même des aides de financement à la recherche-développement très profondes, et puis du crédit long. Sur le tourisme, on va faire du crédit à 12 ans quand même, hein, avec 3 ans de différé de remboursement. Au-delà des annonces sectorielles, encore une fois, est-ce qu'il faut, au-delà des annonces sectorielles, on entend tous parler de ce plan de relance possible pour septembre, est-ce que c'est le bon timing et qu'est-ce qu'on y met dedans en termes de mesures de politique publique, d'incitation à l'achat? Alors moi, ce que je dis aux entrepreneurs, je veux pas me mettre à la place des membres du gouvernement, hein. Ce que je dis aux entrepreneurs, c'est bien sûr, il y aura une sorte de plan de relance global sur lequel tout le monde est en train de travailler, à forte dominance verte d'ailleurs, hein, en septembre, mais il faut surtout pas attendre. C'est-à-dire que moi, vraiment, je crois très fortement dans ce que je dis. C'est-à-dire que quand je dis qu'il faut repartir à l'ancienne, en mode quasiment colporteur pour aller chercher les clients les uns après les autres, vraiment, je le pense. Et je pense qu'il faut surtout pas attendre septembre. Surtout pas attendre septembre. C'est, au fond, ce que font les restaurateurs quand ils sortent de leur rrestaurant pour faire de la vente à emporter sur le trottoir, c'est ça. Il faut intercepter les clients maintenant, hein. Avec l'idée. Et ça, il faut faire tout de suite. Absolument. Comment ?
Oui, pardon, la connexion Je vous n'était entends pas plus. bonne. La connexion n'était pas bonne. Mais je reviens dans l'idée de réinsuffler de l'optimisme auprès des consommateurs, alors que on parle non plus de deuxième vague sanitaire, mais de deuxième vague sociale. Comment est-ce qu'on fait pour, encore une fois, redonner de l'optimisme? Il y a cet optimisme, encore une fois, que la pandémie semble s'effacer, en tout cas, si elle est bien saisonnière, semble s'effacer Oui, pour l'instant. ouais. Écoutez, donc il faut d'abord toujours rappeler que c'est une crise sanitaire et que elle a conduit à une fermeture administrative de l'économie, et que cette crise est en train de rentrer dans le passé. En tout cas, c'est ce qu'on semble voir. J'espère que ça sera confirmé cet après-midi par le Premier ministre. C'est ce que disent les hospitaliers, en tout cas, des grands hôpitaux d'Île-de-France avec lesquels on est en contact, et que par conséquent, après fermeture administrative, il y a réouverture administrative de l'économie. Et que, avant de dire qu'on est parti dans une crise de 29, une crise qui va durer 10 ans, un état de désespoir collectif, etc., il faut d'abord se souvenir de ça. Moi, je pense que très clairement, les anticipations sont autoréalisatrices. C'est-à-dire, si on se met tous dans un état de catastrophisme fataliste, ça va pas le faire, quoi. Alors nous, chez BPI France, on n'y croit pas du tout. Pas du tout. Hein. Et on a quand même beaucoup d'indicateurs. Alors, On a vous n'y croyez pas, mais énorme... dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on a notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui nous dit « Oui, il y aura des faillites et des licenciements dans les mois à venir », comme si on ne pouvait pas éviter l'inévitable. Il faut se préparer à des... Certains disent de plus en plus, c'est ce que laisse entendre le ministre, des vagues de plans sociaux, Oui, de licenciements, de faillites, malgré tout ce qui a été fait. On va en parler juste après, du PGE, du prêt garanti oui. par l'État, du chômage partiel, tous ces milliards qui sont injectés sectoriellement. Non, mais l'économie va fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui sont qui sont en grande difficulté, des grandes difficultés durables, parce qu'ils vivent des transitions de consommation et de technologie qui sont vertigineuses, en particulier l'aéronautique. Et il y aura des plans, c'est certain. Notamment dans les secteurs, je coupe, dans les secteurs à faible marge, je pense à la distribution. Vous parliez évidemment de l'habillement, NAFNAF, LAL, etc. Dans les secteurs à marge faible, quand le chiffre d'affaires ne revient pas à son étiage, il y a un problème. Il y a un problème. Oui. Oui, mais bien sûr, mais il faut avoir une vision économique des choses. C'est-à-dire que c'est pas une vision fataliste au sens où il y aurait quelque chose de stable qui tout d'un coup connaîtrait une mort subite. C'est simplement que l'économie se transforme. Il y a un mode de consommation du textile qui va se digitaliser de plus en plus, auquel tout le monde doit s'adapter. Vous avez des marques qui s'adaptent plus ou moins bien. Voilà. Vous avez des marques alors je ne veux citer évidemment aucune marque particulière, mais quand notre publicité qu'on a lancée cette semaine dit entrepreneur, on se relève, on se révèle, car toutes les tendances s'accélèrent. C'est ça qu'on veut dire. Et donc vous allez voir des grands entrepreneurs qui vont en fait incarner cette sorte de nouvelle économie qui vient un peu plus tôt que prévu. Bon, et en tout cas, sur cette vague de plans sociaux, j'insiste, de plans sociaux de licenciement, pour vous, il n'y a pas besoin de flipper, outre mesure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire le récit central. Bien sûr qu'il y en aura. Et il y a quantité de dispositifs pour les accompagner. Et on travaille tous dessus. Et en particulier, on va essayer d'être intelligent. C'est-à-dire que c'est dans des industries à haute valeur ajoutée que la demande est faible aujourd'hui. Donc vous allez avoir des ingénieurs exceptionnels qui vont être disponibles sur le marché, dont on a critiquement besoin dans d'autres secteurs. Donc il y a un sujet de matching entre offre et demande dans l'ensemble des secteurs. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que autour du récit sur le possible, que nous ne voyons pas venir pour l'instant, hein, puisque, encore une fois, nous avons directement et indirectement du capital dans 4000 entreprises. Donc on voit bien ce qui remonte. Aujourd'hui, ne remontent pas des plans sociaux. Ils sont tous en train de reprendre leur équilibre, etc. Donc on verra ça plutôt, je pense, en septembre, octobre. Et c'est octobre-novembre que l'heure de vérité, ça sera la rentrée. On aura le fin mot de l'affaire. L'heure de vérité sera la rentrée. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un autre récit, qui est le récit du renouvellement complet de l'économie, hein, autour de la digitalisation, de la décarbonation, avec quantité d'entrepreneurs, certains de la French Tech, certains de la French Fab, certains du secteur de la transition climatique, qui vont faire des choses incroyables et qui vont créer de l'emploi aussi. Hein. En quoi, encore une fois, vraiment j'insiste, c'était une crise sanitaire. Il ne tient qu'à nous que d'en faire une crise économique. Mais il ne tient qu'à nous aussi que d'en faire ce que c'était, c'est-à-dire une crise temporaire avec un rebond. Voilà. Mais ça suppose une dépense d'énergie, alors d'argent évidemment, mais ça, vous avez bien vu les capitaux qui sont mobilisés, oui, considérables. Ouais. Au-delà de ça, il faut collectivement une dépense d'énergie énorme de la part des entrepreneurs. Voilà. Après le moment des soignants, il y a le moment des réveillants. Il faut réveiller la société française. Alors, autre sujet, Nicolas Dufourcq, évidemment, le PGE, le prêt garanti par l'État.
J'aimerais qu'on actualise un peu les chiffres. On n'est pas loin de 80 milliards d'euros, c'est ça, accordés, distribués Oui, aux entreprises qui sont venues toquer à votre porte, enfin aux portes des banques pour le coup. Quel est le chiffre le plus frais? oui. Quel est le chiffre le plus, Le pardon? Il y plus a une frais, le coupure. plus actualisé hein, en Non, non, mais milliards? vous y êtes. Grosso modo, c'est 80 milliards d'euros ce matin et 470 000 entreprises. Bon, on va aller vers 100 milliards, 500 000 entreprises, hein. Et puis, je pense que ça va continuer. De toute façon, le PGE dure jusqu'à la fin de l'année. Et c'est un produit fantastique. Il y a une Donc, enveloppe de 300 milliards on va être d'euros. Il sur y a le une très. enveloppe, Nicolas Dufour, de 300 milliards d'euros. Elle sera ou pas, Oui. a priori, atteinte d'ici la fin de l'année? Elle ne sera pas atteinte, a priori, d'ici la fin de l'année, cette enveloppe de 300 milliards. Non, mais bon, c'était des enveloppes indicatives, hein. L'essentiel, c'est l'efficacité du dispositif. Il faut vraiment rendre hommage aux 17 000 agences privées, hein, des banques privées françaises, qui ont distribué cette prestation avec une composante d'aide d'État et d'intérêt général. Ils ont fait un travail exceptionnel. Et ça continue. Donc, où est-ce que ça s'arrêtera? Je ne peux pas vous le dire. Les banques pensaient qu'il fallait grosso modo 200 milliards. L'État pensait plutôt 300. À la fin des fins, il est possible que ce soit même inférieur à 200, hein. En Allemagne, le PGE allemand, ils n'ont tiré que 40 milliards, la moitié. La moitié, et pourtant, la part de garantie d'État était de 100%, contrairement à 90% en France. Ouais, Comment vous l'expliquez? Quelque part, la banque ne prenait plus aucun risque, puisqu'elle pouvait prêter à tout le monde, oui. puisque le risque était transféré in fine sur l'État et les finances publiques. Alors oui, mais le 100% était réservé à des entreprises qui avaient un résultat positif depuis 3 ans. Ah, c'est la petite condition, Et donc, ça le petit limitait quand même astérix. un petit peu. Voilà. Bon, Voilà. est-ce Non, que... mais je Ouais, pense que la comparaison dit quelque chose de l'efficacité du système bancaire français. et de l'état de santé? Vous m'avez entendu? Oui, et de l'état de santé du secteur bancaire français, par rapport à l'allemand. Et de l'état de santé du système bancaire français. Non, non, c'est quand même une machine de guerre. Donc c'est un succès pour vous indiscutable, ce pont aérien de cash, comme vous le disiez. Après, la question qu'on se pose, Oui. il fallait effectivement fournir du cash à des boîtes dont la trésorerie était asséchée. Et encore une fois, est-ce que ce n'est pas le plus dur Oui. qui commence aujourd'hui pour ces boîtes-là, parce que le Est-ce que c'est chiffre pas le d'affaires plus dur? reprend Oui. doucement, parce que les coûts, il faut bien les payer, parce que voilà. Non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça que je parle d'une nécessaire dépense considérable d'énergie, hein, pour que l'économie reparte un peu comme une fusée verticale. Sinon, voilà, le moment qu'on a vécu est un moment totalement unique, où on nous a demandé de nous arrêter, et l'État a tout pris en charge. Voilà. Ce moment est terminé, hein. Enfin, il va se terminer. Le chômage partiel continue un peu, mais grosso modo, on va dire que ce moment est en train de se terminer. Et le relais doit être pris par les forces vives. Voilà. Et les forces vives, c'est quand même beaucoup les entrepreneurs. C'est les entrepreneurs, c'est la publicité, c'est les soldes, c'est tout ce qui va exciter la société. Ouais. Après, encore une fois, donc succès de ce prêt garanti par l'État. Mais vous parlez de la fusée qui doit décoller, mais la fusée elle va être lestée de dettes. Les entreprises françaises étaient déjà avant la crise très très endettées historiquement. Et le risque, effectivement, si l'activité ne redémarre pas assez rapidement, après j'entends évidemment la dimension psychologique auto-entretenue de ceux qui ont peur de consommer. Donc effectivement, il faut lâcher les chevaux, comme on dit. Mais si l'activité ne repart pas assez nettement, pour beaucoup de boîtes, à faible profitabilité, Oui, à faible marge, il y a ce qu'on appelle le oui, scénario du mur de la dette. Et Geoffroy Roux de Bézieux, que vous connaissez évidemment, il dit, je reprends, oui. c'est une interview à Challenge qu'il a donnée, il a dit, il a pris sa petite calculette, je le cite, hein, les PGE sont généralement souscrits pour un montant équivalent à 25% du chiffre d'affaires, à rembourser sur 4 ans, ça fait un remboursement d'environ 6% par an, alors que la rentabilité moyenne des PME ne dépasse pas 3%, l'équation est impossible. Ah, ça coince là, hein. Vous en pensez quoi? Oui. Bah, je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui. D'abord, les 500 000 entreprises, il y a 90% de TPE, Ouais. hein, qui ont pris des tout petits PGE. Bon, ils vont étaler, on va dire 25 000, 30 000 euros sur 6 ans. C'est pas du tout infaisable. C'est pas la mer à boire, Ensuite, je suis pas étalé sur 6 ans. Ouais. d'accord non plus pour dire que les entreprises françaises étaient déjà surendettées. Nous ne le pensons pas. S'agissant des PME et des ETI, hein, qu'on connaît quand même bien, et des TPE. Alors, les Pour vous, il y a grandes un biais, entreprises, il y a un biais grand groupe, il y a un biais grand groupe qui capte la majeure ah oui, partie de l'endettement, c'est ça? Et donc, si on devait sortir les grands groupes, si on regarde uniquement les TPE et les PME, pour vous, il n'y a pas de surendettement? oui. Non, c'est pas ce qu'on voit du tout dans notre portefeuille. En tout cas, nous, on a 200 000 clients actifs. On peut pas dire qu'on était sur du surendettement. Alors, c'est vrai que, évidemment, il y a des entreprises qui avaient déjà pris pas mal de dettes parce qu'elles investissaient. Elles ont pris un PGE en plus. Elles vont l'étaler sur 6 ans. Bon, la vraie question à laquelle on n'a pas totalement de réponse aujourd'hui, c'est ces entreprises qui sont des entreprises bien gérées, de qualité, etc.,
est-ce qu'elles ont pris seulement du PGE de trésorerie ou est-ce qu'elles en ont profité pour prendre un petit peu de PGE d'opportunité, hein? Parce que tout de même, un crédit sans garantie à 0,25% sur un an et grosso modo, enfin en tout cas chez BPI France, 1,8% sur 6 ans. Donc il y a un effet d'aubaine pour vous, c'est ça? On peut le mesurer, cet effet d'aubaine? Ben non, justement, on peut pas. Mais je fais l'hypothèse qu'il y en a quand même pas mal qui en ont profité pour se réarmer à coût extrêmement faible. Et pourquoi pas d'ailleurs, hein? Et pourquoi pas d'ailleurs? Non, mais c'est pour ça que je prends le PGE encore une fois comme une très très bonne nouvelle, parce que à la fin des fins, on va avoir donné 100 milliards d'euros d'énergie vitale à l'économie française. Je trouve qu'on va un peu vite à dire que cette énergie est négative. Non, moi je prends pour moi c'est une énergie positive. Mais un crédit, ça se rembourse évidemment. Au-delà du crédit, au-delà de la dette, ça fait appel à la structure bilancielle des boîtes. Qu'est-ce qu'on dit aux boîtes qui vont avoir plus de dettes et qui vont manquer de fonds propres parce que leur rentabilité, peut-être structurellement, en tout cas à court terme, va être plus faible parce que des coûts sanitaires liés encore une fois à la pandémie ou post-pandémie et puis un chiffre d'affaires qui ne revient pas à l'étiage à la moyenne d'avant. Comment est-ce qu'on fait justement pour soutenir, c'est peut-être la prochaine étape, soutenir les fonds propres des entreprises? Quels outils vous pouvez proposer ou quelles idées vous avez? Il y a évidemment des outils de fonds propres et la France est quand même pas mal équipée en fonds d'investissement, hein, à la différence d'autres pays. Le BPI France finance aujourd'hui à peu près 200 équipes sur l'ensemble du territoire français. On injecte 1 milliard d'euros par an dans ces équipes et il y a ce qu'on appelle une poudre sèche disponible pour être investie dans cette thèse-là, hein, c'est-à-dire PME. Je rajoute quand même les startups aussi, hein, mais entreprises de taille intermédiaire, qui est de l'ordre de 20 milliards d'euros. Donc, il y a des équipes qui sont prêtes à investir, ça c'est sûr et certain. Elles peuvent faire quelques milliers de tickets. Nous, on a lancé un plan qui s'appelle le plan 1200, qui consiste à faire 1200 tickets en 12 mois, avec nos partenaires privés, hein, c'est-à-dire 100 tickets par mois. Ça s'est jamais fait, ça. Hein. Ah, des tickets, c'est-à-dire des tickets de combien? Bah, ça dépend. On peut faire des moyennes, bien entendu, mais vous pouvez avoir, si vous faites des obligations convertibles, vous pouvez aller sur des tickets faible, hein, de l'ordre de 200 000 euros. Si vous faites des tickets d'equity, vous pouvez faire des tickets moyens de 800 000 à 1 million d'euros. Et puis ensuite, les tickets d'entreprise taille intermédiaire, vous allez sur du 5 à 30 millions d'euros. On peut en faire 100 par mois. Si on se mobilise, on peut en faire 100 par mois dans les 12 mois. Hein, et puis continuer ensuite. Alors, ouais, c'est sûr qu'on pourra dire que 1200 par rapport aux, mettons, 50 000 PME ETI, c'est pas à l'échelle. Hein. C'est ce que j'allais vous dire. Oui, non, mais c'est ça. Et il faut avoir conscience du fait qu'il n'y a pas de solution fonds propres classique, hein, avec investissement au capital, pacte entre les actionnaires, présence au conseil d'administration. Il n'y a pas de solution pour 50 000 entreprises. Hein. On ne sait pas passer à l'échelle en fonds propres pour 50 000 boîtes. Voilà. Donc, si on veut mettre des ressources de long terme dans les 50 000 boîtes, il faut des solutions de prêts sans garantie à très long terme. C'est exactement ce qu'on vient de faire pour le tourisme. Tourisme, 1 milliard d'euros qui sont à 12 ans, hein, à 2,7%, sans garantie. Oui, mais ça reste de la dette, non? Alors, bien sûr que ça reste de la dette, bien sûr que ça reste de la dette. Mais enfin, c'est une dette qui est tellement longue et tellement sans garantie qu'elle a une composante mezzanine importante. Hein, et c'est une dette pas chère. Donc, pour quantité d'entreprises qui ne veulent pas ouvrir leur capital, parce qu'il faut voir ça aussi, vous avez beaucoup d'entreprises familiales qui ne veulent juste pas ouvrir leur capital. Hein. Dans le tourisme, en tout cas, ça sera une très bonne solution. Bon, très bien. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, hein, Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI France, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir à tous.